Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% ELF des équipes de The Playoff FR. On est de retour après la 3e semaine de compétition. Alors pour l'instant, on est en effectif très réduit. L'effectif va s'élargir dans les prochaines minutes puisque Waik va nous rejoindre incessamment sous peu, quand il aura probablement fini de manger, comme d'habitude. Ça change pas beaucoup. On n'aura pas de joueurs ce soir, puisqu'on a essayé de contacter plusieurs joueurs, mais malheureusement personne n'avait de disponibilité pour nous rejoindre. Donc on va faire entre nous. Et Dieu sait si on a des choses à dire sur ce match entre les Paris Musketeers et les Francfort Galaxy. Pour être avec moi au début de cette émission, toute l'émission, et il y a même Wake qui va nous rejoindre dans quelques toutes petites secondes. Je sens qu'il arrive, je sens que le voilà, notre Wake pile au bon moment avec sa tête très... Salut, non, mais ça me vénère déjà, parce qu'en fait, comme je me suis connecté sur le compte Restream hier, en fait, je suis encore en admin, là. D'accord. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Salut Wake. Salut. Surtout que je peux pas me déconnecter. Enfin, je crois que je vais essayer de me déconnecter et me reconnecter, parce que j'ai pas besoin d'être en admin. Mais tu peux te déconnecter et te reconnecter si tu le souhaites. Surtout que là, on te voit pas bouger. Alors, c'est pas gênant pour ceux qui sont en podcast, mais... Ouais, c'est sûr. Non, mais ça, c'est toujours le même bug que ça me fait. Pour ceux qui seront en live, ce sera un peu plus embêtant. Donc, tu peux te déconnecter et te reconnecter si tu le souhaites. Voilà. Et on est avec Julien également. Salut mon Jus, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va bien malgré la défaite, mais on a beaucoup de choses à dire. Oh oui, on en a des choses à dire. On salue bien évidemment le chat avec Kevin qui est là, avec Grislam qui est là et avec tous ceux qui voudront nous rejoindre. Alors, l'avantage de ne pas avoir de personnes avec nous des Paris Musketeers, c'est qu'on va pouvoir débriefer très longuement et même prendre encore plus vos questions dans le chat, ce qui vous a peut-être plu, moins plu dans cette partie, parce que c'était la première question que j'avais pour toi, Jules, c'était le mot qui qualifie ce match. C'est un match surprenant. C'est le mot que tu vois, c'est parti un petit peu dans tous les sens. On sait même pas si on doit parler du début ou de la fin de match. Bref, on n'est pas beaucoup plus avancé sur le niveau des mousquetaires après cette 3e semaine. Bah, surprenant, oui, parce qu'on espérait un rebond après les 2 premiers matchs, parce que les 2 premiers matchs, à part des performances défensives, là on attendait le rebond offensif. Et en plus justement, il y a pas un sursaut défensif supplémentaire dans celui-là, mais peut-être l'inverse justement. Et donc c'est vrai qu'on a été un peu surpris par les résultats finaux. Je le disais, mon Wake, pendant que tu n'étais pas là, mais tu es de retour et on te salue, mon cher Wake. Salut à tous. Je disais, Jules, quel mot qualifie pour toi le mieux ce match ? C'était surprenant comme match, non ? Surprenant, mais après on pourrait dire, je sais pas, erreur, parce que des erreurs il y en a. Enfin, donc bon, c'est un match où il fallait pas en faire, parce qu'il fallait le prendre ce match. Il était prenable, et là tu fais 3 très mauvais cartons, tu te réveilles en 4e. Donc surprenant, erreur, voilà, c'est pour moi le mot qui qualifie. Mon Wake, toi, un mot qui qualifie cette rencontre contre Francfort ? Énervant. On sent qu'il est pas redescendu encore. Non, j'ai commenté, justement, j'ai eu l'occasion et la chance de commenter le match en direct avec Nathu. D'ailleurs, je remercie encore The Playoff de m'avoir permis de le faire. Et ouais, enfin, on voit à la fin du match, il y a le replay du live sur la chaîne YouTube de The Playoff. Regardez les 15 dernières minutes. Je passe de l'euphorie à l'énervement en l'espace de quelques secondes, et c'est comme les coachs. Exactement, tout à fait. Voilà. Et j'ai pété les plombs à la fin. J'étais dégoûté. Comme les coachs. On salue Stéphane aussi qui est avec nous, Stéphane de l'Afterfoot US qui est avec nous dans les commentaires, qui dit il y a énormément de choses à dire, surprenant et surtout contre-performance, faut le dire. Oui, on en parlera, on va en parler longuement. Je vous propose qu'on parle du début du match, les 2 premiers quart-temps et demi, qui jusqu'au début du 4e quart-temps quasiment, on a cru que ça allait être la ligne directrice de cette rencontre, à savoir une défense un peu moins imperméable que ces premières semaines, et surtout une attaque qui patine toujours autant, parce que encore une fois, pendant quasiment 40 minutes, on n'a eu aucun point marqué par les mousquetaires. C'est exactement ça. On n'a pas retrouvé la défense des 2 premiers matchs.
et ça s'est vu. Sauf que le problème, c'est qu'on a retrouvé l'attaque des 2 premiers matchs. Et... En fait, on aurait préféré l'inverse. Qu'on retrouve pas l'attaque des 2 premiers, mais qu'on retrouve la défense. Tu vois, c'est un peu voilà. C'est ça. Et du coup, ça a donné les 2 premiers cartons horribles. Très, 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 très moche à voir. On était incapable de stopper à la fois Sandro Platzgummer, Gérald Hamel, donc le jeu de course, et on était incapable de stopper Kevin Kaya. Voilà. Donc ça aide pas. Ça aide pas. Quand tu n'arrives ni stopper la course ni la passe, en fait, l'attaque, elle fait ce qu'elle veut sur le terrain. Et toi, offensivement, tu n'arrives pas à répondre, ce qui fait que tu rentres à la mi-temps. Encore heureux qu'avec 19 points de retard. Qu'avec 19 points de retard. Et ce qu'il faut dire déjà aussi sur cette fin de première mi-temps, parce qu'on parle on a un petit peu parlé en préambule de cette fin de match folle, mais la fin de première mi-temps, on ne doit jamais encaisser 3 points non plus. Tu vois, et donc, c'est catastrophique du début à la fin de la première mi-temps, malgré la coupure météo de 25 minutes, qui on se dit aurait pu peut-être remettre les idées en place. Et ben non, tu vois, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et on se retrouve encore une fois, on a de la chance d'avoir que 19 points de retard à la mi-temps. Oui, parce qu'on parle de plus mauvaises performances défensives. Bon, de toute façon, on n'allait pas se leurrer, hein, on va pas faire 0 point pour l'adversaire toutes les semaines, mais faut quand même remettre l'église au centre du village. Il y a quand même eu des moments où la défense a évité qu'on revienne à la pause avec 30 points dans la musette, quoi. Tu vois, donc c'est pas la même performance que ces 2 premières semaines, mais c'est quand même une équipe qui encaisse moins de 30 points. Faut quand même aussi remettre les choses en contexte. Pour ce qui est de l'attaque allemande, tu l'as très bien dit, hein, Wake. Ça a été sur toute la première mi-temps et même le début de la deuxième mi-temps le même schéma, et on en parlait, Julien, en off hier pendant le match. C'était course, passe, course, passe. C'était aussi simple que ça. On envoie Platzgummer, il gagne des yards, il avance, et on finit par m'envoyer une bombe sur une fois Kevin Kaya, sur une fois, j'ai perdu le nom de sur Schum, ou une autre fois sur Lennart. Et voilà, ça finit les 3 fois de la même façon. Ouais, de toute façon, ils ont fait ce qui ont fonctionné pour eux dans leurs 2 premiers matchs. Leurs playmakers, au final, on se demandait justement s'ils allaient être au niveau contre une défense supérieure, et c'est le cas. Et là, ça a bien marché avec Platzgummer et ses courses. Bon, il se blesse à la moitié du 3e quart-temps, et après, il y a Gérald Hamel qui prend la relève. Donc, on arrive quand même un peu à souffler sur leur jeu de course sur la fin du match, mais c'est quand même le jeu de course de Platzgummer qui nous fait très mal et qu'on ne stoppe pas. Et derrière, c'est le jeu de passe de McKay qui est quand même assez surprenant sur le coup. Je pense qu'il a dû pas mal surprendre nos corners et nos safety. Et il place des super passes, c'est très propre, et on n'arrive pas à suivre, nous, au même rythme offensif sur les 3 premiers cartons qu'eux, ils avaient, quoi. C'est vrai qu'on a eu par rapport au match de la semaine dernière où on avait souligné l'excellente, on salue Brijac aussi qui est dans le chat, on avait une excellente performance de la part d'Edrich Jean-Alphonse face à Luis Gaillard. Il a été beaucoup plus en difficulté face à Kevin Kaya. Je vais reprendre une de tes phrases, mon cher Wake, mais Kevin Kaya, faut rappeler quand même pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fait partie des 3 meilleurs receveurs français en Europe, et c'est sûrement pas le 3e. C'est ça, c'est ça la phrase. Ouais, grosso modo. Oui. Après, on savait déjà l'an dernier, il nous a fait beaucoup de mal quand il est revenu, même si Francfort perd 2 fois contre nous. Kevin Kaya, il a été excellent contre nous. Et je me souviens, parce que j'étais présent au match à Jeanbrun, du match à Jeanbrun, où il est très très bon. Il fait plus de 100 yards à la réception, il marque un TD aussi. Donc on savait, je l'avais dit dans le preview, attention. C'est un jeu de course, Francfort, mais il faut faire attention à l'extérieur. Et à l'extérieur, quand on pensait à l'extérieur, on pensait même pas spécialement au receveur américain. On pensait d'abord à Kevin Kaya. Donc oui, il fallait s'y attendre. Après, ce qui est surprenant, après du côté de Francfort, ils ont 2 excellents tackles. Tacle droit, tacle gauche. Je pense qu'on fait difficilement mieux en Europe. Je crois que le tacle droit, c'est Nielsen, et le tacle gauche, c'est Ebanks, qui a joué chez nous il y a 2 ans, enfin lors de la première saison des Mousquetaires. Donc ils ont 2 excellents tackles. Et quand on regarde les courses où Platzgummer, il prend beaucoup de yards, c'est souvent sur des courses extérieures, des outside zones, etc. Donc ils ont joué dessus parce que la ligne offensive a dominé notre ligne défensive sur la première mi-temps. Mais encore une fois, on a été dominé à tous les niveaux en première mi-temps.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve à la ramasse, quoi. Et à courir après le score. Alors, il y a Stéphane qui nous dit dans le chat, et on va en parler plutôt en fin d'émission, je pense, mais il dit là où c'est dramatique, c'est que la suite du calendrier, si ça tourne pas en notre faveur, peut nous mettre une fiche de une victoire, 4 défaites. Alors, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va faire un petit débat en fin d'émission sur justement le nombre de défaites possibles, jusqu'où on peut aller dans les défaites pour avoir encore une chance d'aller en play-off, parce que il y a quand même eu beaucoup de discussions là-dessus sur les réseaux des mousquetaires, sur est-ce que c'est déjà terminé, est-ce que 3 défaites, tu peux y aller 4 défaites, est-ce que tu peux aller en play-off? Bref, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, pour Sandro Platzgummer, 12 courses, 109 yards. Il est sorti, blessé à l'épaule pendant le 3e quart-temps. Est-ce que pour toi, Ju, et pour toi, Waik, on a le temps de vous interroger tous les deux aujourd'hui, est-ce que pour vous, cette sortie de Sandro Platzgummer coïncide avec le fait que la défense parisienne tienne mieux, stoppe plus facilement les offensives à demande, ou est-ce que c'est juste la défense qui a step up tout simplement? Allez, je te laisse répondre. Ouais, sur Platzgummer, à différence de Gérald Hamel, donc qui était l'ancien running back des Centurions l'année dernière, tu as quand même une différence d'explosivité. Après, justement, Hamel est bien là pour un running back 2, parce que au moins, si tu perds justement ton running back 1, tu as quand même un très bon running back encore derrière. Après, il n'a pas eu encore autant de reps que Gummer, donc il n'est pas, on va dire, dans son rythme de l'année dernière. Il était quand même bon chez les Centurions. Mais après, quand même, en face, Matthew McKay, on l'a bien vu, hein, c'est un QB quand même pocket passeur, un peu double menace, on contient un peu, mais on le sac pas. Et en fait, c'est surtout là, moi je trouve, sur le jeu de passe où on se fait découper, où on aurait dû mettre un peu plus peut-être de pass rush pour empêcher qu'on se prenne des trucs comme ça. Il est pas vraiment sous pression. Un peu plus en fin de match, quand il y a cette interception de Digan vers la fin du 3e quart-temps, et justement c'est le premier drive un peu offensif qui va sur le début du 4e et qui va mener déjà au premier fumble sur les 1 yard, et à ce moment-là on se dit oui, au pire on va peut-être pouvoir souffler un peu au sol, il y a une interception en plus, on commence à dire ok, on peut peut-être reproduire quelque chose, ça clique un peu dans le 4e quart-temps, mais à ce moment-là on sent que de toute façon si la remontada est possible, c'est beaucoup de choses à faire, et à ce moment-là on se dit mais ça va qu'il y a un safety aussi de Francfort qui met 2 points, parce qu'à la fin t'as pas le safety, tu peux te dire t'aurais peut-être jamais recollé au score pour repasser le lead, donc on reprend le lead parce qu'il y a un safety sur une 3e et 8 où il lance au-delà des chaînes, et puis merci quoi, parce que sinon sans le safety on recolle jamais au score quoi. Ouais, moi je pense pas que Sandro Platzgummer, ils auraient pu mettre, mais tu l'aimes pas, il aime pas, hein, faut pas chercher, il l'aime pas. Non, parce que franchement, pour moi, ce qu'il a fait sur les 2 premiers matchs, il le confirme contre nous. La semaine dernière, un peu moins, on contain un peu, mais bon. Non, mais la semaine dernière, il nous disait Platzgummer, c'est une pompe à vélo, on va le compter sans problème, machin tout. Et puis voilà le résultat. Tu l'avais quitté. Alors, bien évidemment, ceux qui suivent le podcast savent très bien que j'ai pas dit ça, mais Sandro Platzgummer. Tu as dit qu'on allait c'est littéralement ce qu'on a fait l'an dernier. Tu vois, c'était un non-facteur l'an dernier, Sandro Platzgummer. Donc Platzgummer ou Flatzgummer ou Fastmoomer ou Néo-Boomer ou je sais pas quoi, ça sert à rien, tu vois. C'est pas ça le problème. Tu aurais mis moi dans le backfield hier, en première mi-temps, j'aurais eu 109 yards aussi. Je rigole, bien évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas ici tellement le joueur le problème, c'est que la ligne a été dominante. Voilà, la ligne a été dominante. Tout point. On nous a dominés dans les tranchées. Je suis d'accord avec Guicha qui dit Sandro, il est fort. Mais bien sûr qu'il est fort. Mais c'est Wade qui l'aime pas. C'est pas ce qu'il a contre Sandro. Je l'aime pas, mais pour moi, c'est pas un des tops de ce qu'on a dans cette ligue. C'est un bon joueur, c'est pas lui qui me fait lever de ma chaise, quoi, si tu veux. Ils exploitent le fait qu'ils ont des bons tackles, et un bon running back exploite ça, quoi. Enfin, c'est une association de facteurs, mais c'est un bon running back là cette année. S'il joue sans être blessé, il fera une bonne saison, quoi. Sûrement. Mais après, les performances des 2 premières semaines sont toujours à mettre en perspective. D'ailleurs, la première semaine, il n'a pas eu une si bonne performance que ça, et je vois que Big Jack il nous dit qu'il lead la ligue actuellement en Rochignard, mais en même temps il en a mis 200 rien que contre Madrid. 240, ouais. Madrid qui n'est pas capable de stopper un rhume, comme on dit en anglais, tu vois, donc oui, forcément. C'est vrai que la défense de Madrid laisse un peu à désirer en début de... Donc c'est pas Madrid, je juge pas les joueurs par rapport à leur performance contre la défense de Madrid, pour le coup, jamais de la vie.
Donc, mais il nous a fait un peu mal quand même. Il nous a fait mal en première mi-temps. Il les aide à sortir de la red zone quand on les coince sur un bon punt. Il est quand même responsable de se dégager de ça. Il est responsable avec sa ligne, encore une fois. Mais quand il se blesse au milieu du troisième quart-temps, déjà, c'était pas la même performance qu'il avait déjà en première mi-temps. Milieu du deuxième quart-temps, la défense commençait déjà à mieux répondre à l'attaque de Francfort. Donc, je pense pas que ce soit vraiment le tournant du match, la sortie de Blattmüller. Excusez-moi. Non, c'est pas le tournant, je te demande ton avis. Tu le souffles un peu quand il sort, quoi. Oui, mais il peut sortir tout de Ah oui, mais c'est Stade qui sort face à nous, c'est en première mi-temps où on a été mauvais. Donc oui, forcément. Il y a The Vibes and Life qui nous dit dans le chat, qui nous demande où peut-on voir le calendrier du championnat. Alors, il suffit d'aller sur European League, sur le site de l'ELF, il y est. Ou si tu veux que le calendrier des mousquetaires, tu tapes calendrier Paris Musketeers sur Google et tu vas tomber sur un excellent article d'un site français très peu connu qui s'appelle The Playoff. Tu as tout le calendrier dessus, donc n'hésite pas à aller voir ça. Voilà, comme ça, c'est dit. Si vous voulez le calendrier des mousquetaires, voilà, vous avez. Si vous voulez le résumé du match, vous l'avez aussi sur The Playoff. Bref, vous avez tout sur The Playoff. Excellent site. Résumé, excellent site, paraît-il. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, bon, on va passer maintenant à la suite du match, parce que là, on a fait le côté tout se passe mal, et puis tout à coup, début de quatrième quart-temps. Non, on n'a pas fini. Début de quatrième quart-temps, il se passe quand même quelque chose, parce qu'on a parlé du safety, mais juste avant le safety, il y a une action de Jalen Anderson qui arrive à gagner des yards à la course, et qui tente d'aller marquer un touchdown, et là, que se passe-t-il ? Il fonce dans la défense allemande, et il fait tomber le ballon. Il fumble à 1 yard de la ligne de l'embut allemand. C'est quoi ta réaction, toi, sur ce jeu ? Non, t'inquiète pas, Nico, on va revenir sur ce qui n'a pas été. Oh là, t'inquiète pas. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été que t'inquiète. On fait le déroulé du match, mais après, on va faire toutes les erreurs qui sont. Oh là, t'inquiète pas, c'est prévu dans le déroulé. Il y a 15 minutes, là, les gars, encore 40 minutes. Les mecs sont pressés. On résume le match et après, on reviendra à ce qui n'a pas été. T'inquiète pas, on y revient. Donc, je disais, ta réaction, toi, sur ce jeu-là, où Jalen Anderson, on se dit, ça y est, peut-être que ça va remettre Paris dans le sens de la marche. Et même là, on est en début de quatrième quart-temps et on a l'impression que rien ne va aller dans le sens des Parisiens ce dimanche. Ouais, ça a été bien parce qu'à ce moment-là, il commence à utiliser ses jambes, à nous débloquer des situations dans des drives, quoi. Mais par contre, le jeu où il fumble, il est un peu suicidaire. Il rentre dans le mur. Il y a un mur de défenseurs, il y a 3 mecs devant lui. Il peut sortir au pire sur les 1 yard en sideline et on se replace. Et là, franchement, c'est un peu risqué cette course-là. Il y en a des moins risqués après, justement, je pense que ça l'a calmé le fumble. Mais j'étais d'accord justement avec ce qu'a dit le commentateur dans le match. Il comparait justement un peu à ce qu'on avait avec Edwards et beaucoup moins de slides. Déjà qu'on l'a vu beaucoup moins courir pour l'instant qu'avec Edwards. Alors, je n'irai pas jusqu'à faire une comparaison avec un joueur offensif de l'année et pour l'instant Anderson qui est sur 3 matchs. Mais c'est vrai qu'au final, on compare justement les yards qu'il a fait au sol sur ces 2 saisons JFL et le peu qu'il a couru là. Ce qu'on remarque, c'est que on l'utilise pas encore beaucoup au sol. C'est tardif dans ce match-là. Ses courses, c'est pas beaucoup de slides, c'est du rentre dans l'art. Et là, encore pire sur le fumble, où il est 1v3. Il y a même Edwards, je l'aurais pas vu aller dans le l'art comme ça. Et le fumble, à ce moment-là, est dramatique parce qu'on peut déjà mettre un touchdown là. À ce moment-là, quand tu es loin au score, chaque minute compte. Et ce touchdown aurait déjà dû compter pour commencer la remontada, quoi. Donc, c'est dommage. On est à ce moment-là à 26-3, on le rappelle bien évidemment. Juste, il y a Chuck qui nous dit le temps mort pris trop vite aussi. Ça arrive, c'est pas grave. Ne bouge pas, mon cher Chuck. Mais c'est vrai que, comme dit déjà, c'est bien, stress course quand ça tient, il met le TD, mais c'est bien qu'au moins ça, c'est un peu débloqué. On le cherchait sur des matchs, je disais, quand est-ce que ça va arriver ? Bon, après, c'est pas la même défense, JFL, ELF, il y a un niveau différent, surtout sur les 5 premiers matchs que tu as à jouer, quoi. Mais au moins, on sent que peut-être qu'ils nous laissé plus de liberté sur certains jeux.
parce qu'on joue un peu conservateur aussi sur les 3 premiers cartons, et il fait des trucs bien quand même au sol. Oui, parce qu'il y a des jeux. Le fumble là est chiant parce que pour moi c'est au niveau du timing, mais après on se reprend un peu et on en met d'autres, quoi. C'est pas mal. Il y a des jeux de course designés pour Jalen Anderson qui ont plutôt bien fonctionné en quatrième carton. Donc Oui. il y a quand même du mieux dans son jeu de course par rapport à ce qu'on avait vu sur les 2 premières semaines. Oui, ça va arriver. Ouais. C'est quoi toi ton avis sur cette action, Loïc? Action qui quelques secondes plus tard va nous amener le safety, hein, d'ailleurs, au passage. Oui, voilà. En fait, Jalen Anderson est un visionnaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il sait que c'est mieux de fumble sur les 1 yard, d'avoir un safety 2 points et de marquer un touchdown derrière pour marquer 9 points. Et oui, les gars, le mec, c'est un vide. Non, non, en vrai, on va citer les vannes. Mais de toute façon, j'étais en live, donc pour ceux qui étaient en fait, c'est comme si il y a mon âme qui a quitté mon corps, tu vois, quand il a lâché le... Ah ouais. c'est voilà, mon âme a été aspirée et franchement, j'étais bouche bée. Après, bien évidemment, je me suis dit, bon, certes, ça, c'est très embêtant de fumble ici, mais malgré tout, vu la position du terrain, la première chose à laquelle j'ai pensé, vous pouvez aller regarder le live, c'est, faut mettre un safety derrière. Parce qu'on a la défense pour les embêter. Et on a vu Matthew McConaughey, il a envoyé le ballon dans les... Matthew McKay. Je sais, j'ai fait exprès. Mais Matthew McConaughey, il a envoyé le ballon là où il n'y avait pas de receveur. Donc, on rejoint au sommet. Si je commence à passer à côté de tes blagues, on est mal. Quoi, c'est clair. Mais ouais, c'était dramatique. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais oui, comme l'a dit Jus, sur cette action-là, tu vois qu'il y a un mur de défenseurs devant toi. Tu sors sur les 1 ou les 2 yards, quoi. Est-ce que justement il s'attendait à une défense? Il y a Edo dans le chat qui nous dit la défense est extrêmement violente là-dessus. Est-ce que justement il s'attendait à peut-être qu'il y a une différence aussi, et c'est là l'adaptation à l'ELF entre la JFL et l'ELF? Est-ce qu'il s'est pas dit bon en JFL ça passe, tu vois, et qu'il s'est pris un mur parce qu'en ELF le physique est pas le même qu'en JFL et que là je pense pas que ça soit ça. Je pense même pas que ça soit ça. Je pense que vraiment c'est des compétiteurs, ils voient la ligne d'en-but qui est là, ils se disent, je vais essayer de la prendre. Oui, il y a un côté rentre dans l'art, j'y vais, sur le coup, les mecs, je les fais tomber, enfin bon, vas-y, quoi. Oui, alors, mais bon, c'est quand même trois gros défenseurs, quoi. Et donc, à partir de là, et ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ce qui n'a pas été juste après, je tiens à le rappeler, on déroule juste le match. À partir de ce moment-là, eh bien, bizarrement, il y a Edo qui nous dit dans le chat, ça l'a réveillé de fou. Eh ben oui, il faut reconnaître que la défense parisienne a commencé à arrêter tous les drives allemands et que l'attaque a trouvé du rythme pour peut-être l'une des premières fois de la saison. On a vu un carton avec Paris qui enchaîne les drives offensifs. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Et vous savez, quand je dis ça, que je vais dire une énorme ânerie. Mais est-ce que la remontée parisienne n'est pas due au fait que Francfort commençait à se dire c'est bon, le match est plié? Est-ce qu'il n'y a pas eu un laisser-aller un peu de la défense de Francfort en se disant on a 23 points d'avance, il reste 10 minutes, les gars, c'est dans la poche? Vas-y, je pense pas, parce que justement pour une équipe comme ça qui a beaucoup à jouer cette saison, tu vas pas laisser partir des avances, et il faut les jouer jusqu'à la fin. Et même leurs 2 premiers matchs, c'est quand même des trucs où ils sont obligés de mettre beaucoup de points en attaque. Si tous leurs escouades ne fonctionnent pas jusqu'à la dernière minute, ils perdent leur match. Donc là, je pense qu'on s'adapte quand même. Le jeu de passe, il marche beaucoup mieux. Justement, il y a des courses d'Anderson qui fait des gains de plus de 10 yards et qui nous prend des first zones. Mais non, je n'irais pas jusqu'à dire que Francfort se met en tête de le match est plié, quoi. Justement, ils veulent sécuriser des wins comme ça. Ils sont à 2 doigts de le perdre quand même sur la fin, si on fait pas cette bêtise sur le time-out. Donc, ils sont passés pas loin de la correction aussi, quoi, en fait. Ouais, non, tout à fait d'accord avec Jus. Non, t'es une défense, tu te relâches pas. Tu tiens une équipe à 0, ton but c'est de les amener à 0 jusqu'à la fin du match. Surtout qu'on le rappelle, hein, les Mousquetaires sont un adversaire de division du Galaxy, donc on peut avoir aussi une notion de match aller-retour, de tie-breaker direct sur un match aller-retour. Donc gagner de 23 points, gagner de 2, c'est pas du tout la même limonade. C'est pas la même chose. Donc non, la défense de Francfort, c'est pas du tout relâché. Par contre, l'attaque parisienne, elle, a montré des choses qu'elle n'avait pas montré depuis le début de la saison. Clairement,
surtout au niveau du jeu de passe. Il y a eu des brèches aussi. Il faut aussi aider parce qu'on a tellement tapé sur la ligne offensive depuis le début. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il y a eu du mieux sur ce match-là. Comme toute l'équipe, à partir du milieu du troisième quart-temps, Jalen, il n'est pas tellement sous pression. Il a le temps. On voit très bien qu'il a le temps pour lancer. Ensuite, le jeu de course avance mieux. Notamment, c'est Nicolas Candard qui, à mon avis, fait un bon dernier quart-temps. Et Jalen, on voit que sur les read options, alors je ne sais pas si ce sont des read options ou des RPO, les spécialistes nous feront la différence, mais moi je pense que c'est des read options où il a tellement conditionné les équipes précédentes à lâcher le ballon running back, et bien que là, il a gardé une ou deux fois pour gagner des yards à la course. Et pareil, quand il n'avait pas de solution, pas de receveur ouvert, parce qu'il faut se dire aussi que Francfort a joué, il ne voulait surtout pas prendre de gros jeux, et donc il avait le temps, et quand il n'avait pas de solution, il est parti à la course. Donc, il a gagné des yards à la course. Et contrairement à Zach Edwards, qui un peu plus qui rentre dans le lard, lui, il est plus shifty. Donc, il arrive, même si il slide pas beaucoup, il est plus shifty. Donc, il arrive à éviter certains plaquages comme ça. Et les drives vont avancer. Et il a été incisif. Comme je dis aussi dans mon review, il a été incisif. Il n'hésitait pas. Hein. Il voyait le jeu, notamment la passe. Pour moi, la plus belle passe du match et de sa saison, c'est avec celle quand même pour le touchdown de Hugo Tegedam contre Ryan Fire, mais sa plus belle passe, c'est sur la play action, dernier carton sur le dernier drive pour Kevin Mwamba juste derrière le linebacker. Oui. Celle-là, elle est le timing et tu peux pas plus anticiper une passe que ça. Et c'est là qu'on voit que le joueur il a du potentiel, que l'attaque elle a du potentiel. Maintenant, il va falloir mettre le produit qu'ils ont mis fin de troisième, quatrième quart-temps sur tout un match. Bijak qui nous rappelle dans les commentaires les stats de Jalen Anderson, 26 sur 48 à passe, 251 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Voilà pour le match de Jalen Anderson à la passe. Et c'est vrai qu'on a vu aussi, revu peut-être, parce qu'on l'avait déjà vu sur les deux premiers matchs, une belle connexion, notamment avec Hugo Tekedam, qui marque 2 touchdowns dans le quatrième quart-temps. D'ailleurs, est-ce que le deuxième, votre avis de spécialiste, est-ce que sur le deuxième touchdown parisien, la passe était en direction d'Hugo Tekedam ou d'Austin Mitchell? Je pense qu'il y en a pour Hugo. Il y avait un truc comme ça l'année dernière où Hugo il pique déjà, je crois, un TD à Mitchell. Je me souviens qu'il y avait un jeu comme ça. Il y a Austin Mitchell juste derrière, on a l'impression qu'Hugo passe par là et hop, tiens. On a l'impression, c'est vrai que Mitchell il fait comme s'il allait attraper le ballon, mais non, c'est peut-être un truc. C'est clair. Non, je pense que la passe elle est pour Hugo. Oui, parce qu'il a beaucoup de target Hugo là en end zone sur les matchs, donc il y a déjà une connexion qui marche avec lui. Plus qu'avec Mitchell, je trouve là, Mitchell, il a pas de problème, mais la connexion marche encore mieux, tu vois, avec Hugo que là qu'avec Mitchell pour le moment. Quoi. Tout à fait. Après, Mitchell est souvent couvert pas mal. On le couvre pas mal, on sait que c'est un receveur rapide. Hein, mais tu vois, il y a Bidja qui nous dit que Anderson est quand même inconstant. En tout cas, en fin de match, les 2 derniers drives, il a été époustouflant. Il a été très fort. Il a été très efficace. Alors, est-ce qu'il y a des passes qui sont... C'est vrai que, par contre, je suis d'accord, début de match, il a des passes, notamment, je pense à un rollout sur sa gauche. Ouais, il y a un rollout sur sa gauche où il a Rémi Berthelin, je crois, ouvert dans le flat. Et là, il le rate. Bon, c'est vrai qu'il y a des actions qu'il rate, notamment, encore une fois, comme toute l'équipe. Deux premiers cartons et demi où c'est vraiment sloppy, quoi. Il rate des passes faciles. Mais par contre, quand il a fallu être clutch dans le dernier carton, il l'a été. Et oui, puisqu'ils l'ont été, et nous étions donc à 26-3, il restait 10 minutes à jouer. Voilà que les Parisiens remontent à 26-5, puis à 26-12. Non, 11 puisque Mathis Dupont ne convertit pas à un point. Ensuite, 26-19, et là on se dit, tel Patrick Montel, alors peut-être que la remontada va être possible. Voilà qu'elle est complétée à quelques secondes, 19 secondes de la fin du match. Les Parisiens mènent 27-26 dans une fin de match absolument incroyable. Mais voilà, l'histoire est un éternel recommencement. Et Ryan Rimler, qui nous avait punis il y a 2 ans, est de retour pour nous punir une nouvelle fois sur un field goal à la dernière seconde. Alors, il y a 2 ans, c'était pire. Hein. Il y a 2 ans, c'était pire. Le justement, c'était plus compliqué. Il y a 2 ans, c'était 50 yards. Hein.
Oui. Sur le touchdown, là, quand il y a 26-19, il va refaire une course pour aller reprendre un first down, un peu comme le play où il y a le fumble. Et à ce moment-là, pareil, il y a pas mal de défenseurs, mais chez nous, il y a Mitchell qui bloque au-dessus pour lui. Et Anderson se met de dos à ce moment-là, quand il fait sa course. Donc tu sais qu'il va refaire le même jeu au sol, mais qu'il ne voudra pas fumble une deuxième fois au même endroit, parce que ça aurait été catastrophique. Et là, il se protège. Donc on sait que tu vois, c'est un QB qui a un mental. Il y a ce 4e down où il fait une passe pour Anthony Mwangu, là, qui a pu jouer dans ce match. Il avait prévu de revenir la semaine prochaine. Là, il a pu être assez en forme pour jouer. On espère que c'est encore plus en forme pour les prochains matchs pour l'utiliser. Et il fait cette passe sur un 4e down pour Mwangu. Les deux font la différence. Et c'est vrai que dans le 4e quart-temps, d'avoir ton QB qui arrive à lead ton attaque, on sent que ça débloque. Après, je suis d'accord avec Bijak, il y a un peu une inconstance sur les 3 premiers quart-temps qui fait mal. Il y a beaucoup de jeux, ça paraît un playbook simple, c'est des passes dans le flat. Tu vois, Mitchell est bien couvert, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu tant de passes que ça en profondeur pour voir un peu justement comment les défenses s'adapteraient vraiment à ça, ou même pour développer des jeux explosifs. Il y a pas mal de drops aussi. Il y a quelques passes qui lancent trop vite, ou des fois, ils gardent même souvent le ballon un peu trop longtemps. Alors que justement, la O-line il y avait du mieux. C'est vrai que là, franchement, on peut le dire sur les drives qu'on fait qui permettent de mettre des touchdowns, la O-line bosse bien. Et il y a, ouais, voilà, comme j'ai dit, pas précis, il y a une simple passe. Il y a un moment, elle est un peu trop haute. Et je crois que Hugo la drop. Je me rappelle le commentateur, il fait, il drop de passe, il drop. Enfin, Hugo, il l'a pas drop. Elle est super haute pour rien, quoi, la passe, tu vois. Donc, bon, c'est tout ça qu'on va voir si ça se corrige sur la Rainfire, là, tu vois. Il y a Stéphane qui nous dit c'est pas tout le temps la faute de la O-line, il prend parfois trop de temps à lancer. C'est un reproche qui lui est beaucoup fait, hein, de prendre parfois, c'est vrai, sur pas des mal de simples temps. screens, des shallow pass, des trucs qui sont pas du short pass, short yardage. Il garde pas mal le ballon, il lit, mais bon, voilà, il faut passer, quoi. Mais après c'est cette petite équilibre qu'il faut trouver en fait quand tu es quarterback. On avait l'année dernière un quarterback qui voyait que sa première victoire n'était pas là, boum, il partait. Là, on a un quarterback qui essaye de scanner le terrain, mais au bout d'un moment, comme je disais, il faut avoir une horloge, un chrono dans ton esprit qui te dit hey, là, il faut y aller. Soit tu lances le ballon dehors, soit tu pars à la course. Mais tu ne peux pas te permettre d'essayer de garder le ballon une dizaine de secondes dans la poche. Au bout d'un moment, ça passe pas, quoi. Bien. Les amis, j'en étais donc à mon 27-26 pour les mousquetaires. Et j'ai envie de dire, et donc en fait, on va vous spoiler la fin de match, mais on a perdu 29-27. Mais avant cette défaite, en fait, est-ce que, et là je vous recommande, si vous êtes en voiture, de baisser le volume du podcast, voilà, ou si vous êtes dans les transports en commun, parce que ça va faire du bruit, je vais donner la parole à Wake. Est-ce que ce match-là, on le perd pas avant même de marquer notre touchdown qui nous permet de passer devant, sur ce fameux temps mort à 26 secondes qui est pris par les Paris Mousquetaires. On rappelle la situation. Jalen Anderson a été arrêté à 1 yard de l'embut, il reste 26 secondes à jouer, et un temps mort est appelé par les Mousquetaires, et pas par Jack Del Rio. Non. Et bref. Alors. Explique-nous tout, vas-y, explique-nous ta manière de voir les choses. Il reste pile 34 secondes sur le first down, hein, et après, ouais. Alors, on prend à 26 secondes. Je suis pas... à 22, encore, pour les gens qui 26, écoutent et qui regardent, je dis pas que j'ai la science infuse. Je dis pas que je suis le mec pas loin. le plus... je suis pas le mec le plus calé en foot américain. Je suis pas un mastermind offensif. Je suis pas rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est juste que je suis un amoureux du sport. Et en tant qu'amoureux du sport, je me renseigne, j'observe, je prends des notes, entre guillemets. Et... parce qu'il ne sait pas écrire. Donc, non, non, c'est clair. Et donc, moi, de ce que j'ai toujours entendu, que ce soit les Américains sur Beansport, les gars qui expliquaient, qui commentaient la NFL à l'époque, dans ces cas-là, certes, tu as envie de marquer, mais tu n'as pas envie de marquer trop tôt. Tu n'as pas envie que l'équipe adverse ait une chance de driver. Donc, ta question, c'est est-ce qu'on perd le match avant de marquer le touchdown? La réponse est non. Ce n'est pas le temps mort qui nous fait perdre le match, mais ça y contribue. Et en effet, moi, je ne comprends pas, je vais être honnête, comment un coach de position appelle un temps mort.
Ça, je ne comprendrai pas. Je me l'explique pas. Je sais qu'en NFL, c'est même interdit. Alors, en fait, oui. Pour expliquer à Nico et Stéphane l'explique, oui, c'est vas-y. Voilà. Donc, en fait, on voit, il y a Luc Del Rio qui, parce que j'ai remis 3 fois la vidéo du passage. Luc Del Rio, tout doucement, fait un petit signe vers Jack Del Rio pour demander si on prend le temps mort ou pas. Jack Del Rio, visiblement, lui fait un signe de tête, non, tu vois. Et Archie Mooney, effectivement, lui, fait le geste du temps mort envers les arbitres. Et tout de suite, Jack Del Rio se retourne vers lui, visiblement en lui hurlant dessus, parce que les arbitres sifflent en disant temps mort mousquetaire. Voilà, c'est clairement... Non, c'est pas ton coach assistant qui est censé prendre le time-out à ce moment-là. Mais c'est vrai que sur la séquence... Je l'ai revu 3 fois aussi. Au début, même sur le stream, ils ont monté en replay le moment où Del Rio il crie. Et en fait, à Archie Mooney, il discute avec Luc Del Rio, donc le coordinateur offensif. Ils sont face à face, ils sont tournés face à face. Le fils va demander au père si on prend un time-out. Et le fils fait un signe comme ça pour voir son père. Son père fait non, c'est bon. Et en fait, Archie lui fait time-out. Et puis là, c'est parti, le time-out est cramé. Et là, Del Rio il lui hurle dessus parce qu'il dit mais non. Là, comme il dit, ouais, le but là, c'était tu crames un peu de temps. Quand tu as le first down, tu as 34 secondes. Tu laisses couler un peu, tu gardes de quoi faire 2-3 jeux parce que tu n'es pas sûr justement de mettre un touchdown à ce moment-là. Hein, non, d'ailleurs, sur la première c'est pas encore ce moment-là qui te fait potentiellement gagner le match. C'est justement sur la première goal, il y a une passe incomplète pour Florian Larose. Hein, donc, il faut garder 2-3 jeux possibles. Oui, c'est ça, c'est d'avoir des jeux dans ta poche et de dire si tu marques, tu rends moins de temps possible à l'adversaire et tu as justement les erreurs à pas faire quand tu rends le ballon à l'adversaire qui vont tous se produire sur le drive de Francfort. Mais je vais quand même revenir sur le truc. Moi, c'est beau tout ce que vous me dites là. C'est magnifique. C'est franchement à mettre dans le Louvre. Mettez-nous dans le Louvre. Mais je prendrais trop de place. Moi, je pense même pas que ça soit un problème. Toi, Grisam qui dit que c'est un problème de communication. Il n'y a aucun problème de communication. C'est-à-dire que dans aucun monde, un assistant, un coach de position, prend un temps mort. Ça n'existe pas. Dans aucun monde, ça n'existe. Ah bah non. Donc, c'est même pas un problème de communication, c'est un problème de. Il n'a pas à le prendre le temps mort. Basta. Non, il n'a pas à le prendre. Voilà. Ensuite, si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, en effet, il prend le temps mort, il reste 26 secondes. Hein. 26 secondes, il reste. Oui. Tu es sur les 1 yard. Tu peux laisser couler le temps. Tu peux te dire, bon, allez, je vais laisser couler le temps jusqu'à 15 secondes. Là, tu prends ton temps mort. Si tu as envie de réfléchir sur le jeu, boum, tu prends ton temps mort à 15 secondes de la fin du match. Premier jeu incomplet. Tu as le temps en 15 secondes sur les 1 yard de lancer 4 jeux. Oui, d'ailleurs, premier jeu incomplet, on passe de 26 à 22. Hein, donc, il y a 4 secondes. Boum, il te reste 10 secondes, tu as encore 3 jeux. Tu es sur les 1 yard. Tu peux pas faire tellement de terrain que ça. De ce que je comprends. Hein. Moi, je suis pas un grand spécialiste des maths, mais normalement, c'est pas long, 1 yard. Qu'un yard à faire. Tu vois c'est 0,90 mètres à peu près. Voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, d'un point de vue footballistique, je comprends pas le temps mort. Après, c'est pas ce qui... Pour répondre à ta question, c'est pas le temps mort qui nous fait perdre le match. Mais à mon avis, non. Parce qu'on en arrive... S'il est pris plus tard, c'est clair qu'on perd pas le match. On en arrive à l'enchaînement dont Stéphane nous parle dans le chat. On va prendre les éléments les uns après les autres parce qu'après ce temps mort, on marque donc un touchdown qui est transformé à 2 points par Austin Mitchell de très jolie manière, soit dit en passant. Et les mousquetaires mènent donc d'1 point. Il reste exactement 19 secondes au chronomètre à ce moment-là. Le but du jeu étant de taper le plus loin possible dans le terrain pour qu'ils aient la position la plus lointaine de départ, parce qu'on sait que Ryan Rimler à 50 yards, il est capable de mettre un field goal. Donc le but, c'est de même à 60, il l'a déjà fait. Hein. C'est lui qui a le record élève. Hein. Le but, c'est de les envoyer le plus loin possible et en plus avec le retour, ils vont consommer du temps, forcément, puisque dès qu'ils vont recevoir le ballon, ils vont courir et ça va consommer 4, 5, 6 secondes. Bon. Sauf que voilà. Mathis Dupont tape en touche. Et en ELF, quand tu tapes en touche, c'est pénalité. Comme en NFL, et départ sur les 40 yards, sur tes propres 40. On connaît la réponse, mais je vais vous poser quand même la question. On est sur une grosse erreur de la part de Mathis.
Surtout qu'elle est déjà arrivée en week 1 contre le Fire. Donc, est-ce qu'il a un problème à mal centrer ses kick-offs? Parce que là, en plus, c'est vraiment, tu vises très, très. Elle part très tôt au-dessus des 20 yards. Elle part déjà dans. Elle sort au 42 oui, out of bounds, hors du terrain. Mais le truc, c'est qu'il a fait passer à 2 doigts de sortir trop court aussi sur le kick-off. Donc, dans tous les cas, il s'expose aux 2 formes de pénalité sur le kick-off. Donc, le truc, à ce moment-là, il y a juste à l'envoyer. On aimerait bien qu'au pire, ce soit un touchback ou qu'il les force à retourner, quoi. Au pire des cas, il fallait un touchback. De puissance parce qu'il est bien sur ses field goals et tout, mais peut-être un petit chouïa de puissance en plus là qui manque sur ce début de saison, quoi. Ouais, c'est pour les kick-offs. Tu vois, autant... c'est le seul kick-off de la partie qu'il envoie en dehors. Ouais, les autres kick-offs sont bien envoyés. En fait, que tu raques un kick-off, bon, pourquoi pas, si tu veux. Pourquoi pas. Même si c'est pas l'action, si tu veux, la plus compliquée pour un kicker, normalement, un kick-off. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas de pression de l'équipe adverse. Tu es solo, tu as juste à kicker. Mais je veux bien comprendre que des fois, tu rates. Moi, qui ai déjà fait j'ai pas fait de kick-off, mais j'ai fait plein de 6 mètres. Tu peux rater ton coup de pied. Ça peut arriver. Le problème, c'est que c'est le moment où il le rate. S'il le rate en première mi-temps, c'est beaucoup moins grave que de le rater sur le dernier drive du match. Tu vois. Et là, sachant que Francfort a un temps mort. Donc, quand tu le rates, ça nous met en difficulté. Et autre chose qu'on n'a pas pensé, tu vois, quand on prend le temps mort, quand Arthur prend le temps mort, Francfort, eux, en soi, si nous on prend pas le temps mort et qu'on s'aligne, admettons qu'on s'aligne, et que Francfort n'aime pas ce qu'il voit, ils le prennent. Ben oui. Et s'ils prennent leur temps mort, oui, j'ai mis. C'est qu'il y a un peu de chance, mais ça aurait pu se produire. Hein. Et donc, si par contre, tu n'as pas, Francfort n'a pas son temps mort, c'est pas le même match non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, cette histoire de temps mort, c'est vraiment n'importe quoi. Mais pour le kick, ouais, c'est vraiment. Moi, quand j'ai vu le kick sortir du terrain, j'ai fait là, c'était vraiment pour m'achever. Tu vois, déjà, le temps mort, voilà, et là, j'ai fait le kick. Le kick-off en touche, ouais, c'était pour m'achever. Surtout que dans le match, il y a un moment, on fait une 4e tentative. Je crois qu'on est sur nos 50. Alors, on sait déjà un peu ce que ça peut donner si on leur avance la position, tu vois. Donc, on continue à dérouler ce drive décisif de Francfort sur le seul lent. Ils ont fait 2 jeux. Premier jeu, le quarterback McKay s'en va donc dans la défense parisienne. Il parcourt une dizaine de yards, quinzaine de yards. 27 yards, une course de 27 yards. Beaucoup plus que 27. Il en prend beaucoup. 17, oui, c'est ça, 27. Il sort sur les paris, sur les 33, sur les 33 de Paris. Donc une course de 27 yards. Et là arrive le plaquage un peu tardif de la part de Souleymane Karamoko qui percute le quarterback juste en dehors des limites de terrain. Alors je sais que on a beaucoup parlé de cette brutalité non nécessaire, c'est le terme donné, c'est 15 yards de pénalité, donc ça met Francfort en excellente position à ce moment-là. Alors à 33 yards, de toute façon, Ryan Rimler, il l'a dans les jambes. Hein. Bien d'accord. Ça veut pas dire qu'il est marqué. Mais on peut le bloquer parce que on sait on peut bloquer des field goals. Il y a beaucoup de field goals bloqués sur ce début de saison. En laissant le quarterback arriver jusqu'aux 33 yards de Paris, il est à distance de field goal, Ryan Rimler. Là-dessus, c'est une certitude. Souleymane Karamoko donc fait cette faute et tu disais, Waïk, pour reprendre ta phrase, c'est peut-être pas la faute, je sais pas comment dire ça, je veux pas dire que c'est pas grave, mais c'est une question de timing de quelques dizaines de secondes. J'ai du mal à en vouloir je peux pas, sur cette action, vraiment en vouloir à Souleymane Karamoko, clairement. Déjà parce qu'il est venu dans le podcast et qu'on l'aime bien. Déjà, il a été très sympa la semaine dernière. Non, mais on a peur, on a vu ses bras. Non, mais je peux pas, parce que là, c'est vraiment une question d'un dixième de seconde, en fait. S'il arrive un dixième de seconde plus tôt, il n'y a pas faute. Il y a Amir qui est quasiment sur la même faute à peu de yards près. Enfin, c'est l'un ou l'autre qui allait la faire. Enfin, tu sentais qu'il tentait le truc. Oui, alors, et puis c'est pas. C'est un dixième. Enfin, c'est le premier qui tu tentes le gros contact. Si c'est une seconde avant, il peut faire voler le ballon aussi. Ah voilà, il peut déclencher le fumble. Tu vois. Enfin, tout à fait. Là, c'est vraiment le type d'action, tu vois. Après, est-ce que c'est évitable? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'y aller full speed comme ça? Mais en fait, c'est la nature du jeu. Donc,
C'est comme ça, tu es un safety, tu viens de ton poste de safety, tu vois le quarterback qui a gagné une vingtaine de yards, ton but c'est de mettre un coup. Et le problème, c'est que le timing est off d'un dixième de seconde. Donc, sur cette action-là, alors, est-ce que ça a des grosses conséquences? Oui, parce que tu donnes 15 yards gratuitement à l'attaque. Mais, si tu veux, c'est pas l'action qui me dérange le plus, en fait. Non, pas l'action qui me dérange le plus. C'est malheureux à l'arrivée, c'est tout. C'est plus malheureux qu'autre chose, en fait. Ouais. C'est le timing, comme il dit. Au final, tu as tout fait pour que, en 2 actions, il soit sur nos 20 yards. mais c'est le timing, c'est à partir du moment où il n'y a pas le touchdown, le timeout, tout s'enchaîne, tout ce qui pouvait mal peut-être se passer, c'est arrivé, et c'est là où les reps mentales pour bien exécuter tes jeux et ne pas avoir des pénalités qui te clouent ta remontada. Franchement, j'ai l'impression que Paris sur ce match-là, cette fin de match, ça ressemblait un peu aux Falcons. 2017. Oui. en fait, au début, ils ont ressemblé aux Patriots de 2007. qui passent de 26-3 à 27-26. C'est clair. On a fait comme les Pats. Pour finir comme les Falcons. C'est terrible. Je sais si finir comme les Falcons, c'est pas une bonne idée. Parce que là, du coup, on va forcément louper les playoffs. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, en fait, quand on réfléchit sur cette fin de match, on voit bien que c'est pas une action qui fait que, c'est l'enchaînement de ces 3 erreurs-là qui mises ensemble, mises bout à bout, condamnent à la défaite, quoi. C'est vraiment, tu vois, il n'y a pas une seule action qui est responsable du fait que Paris est perdu. C'est vraiment ce tout de petites erreurs accumulées qui fait que. Ouais, c'est une accumulation d'erreurs, comme tu l'as dit. C'est pas de manière isolée le temps mort qui nous fait perdre. C'est pas le kick-off en touche d'une manière isolée qui fait perdre. C'est pas la pénalité de 15 yards, etc. C'est l'ensemble. Déjà, en vrai, si on veut être honnête avec nous-mêmes, on ne doit jamais gagner ce match. C'est un hold-up. Aucunement de gagner ce match. Non. Si on gagne, c'est un hold-up. C'est braquage à l'allemande. Clairement, vu le produit qui a été fourni lors de la première mi-temps, on ne doit jamais gagner le match. Et qu'on soit déjà à une possession à 3 minutes de la fin, vu les 3 premiers cartons, c'est miraculeux. C'est de dire le niveau de cette équipe le vrai niveau de cette équipe par rapport à Francfort. Mais c'est comme contre le Fire, tu vois, j'ai les stats, mais c'est vrai que nouvelle défaite, mais domination. On égalise un peu parce qu'on remonte, mais au final, on a plus de first down, plus de conversion en troisième tentative. On a 1 sur 3 en quatrième down, mais au moins il y en a un qui passe sur seulement la passe à Mangou. Plus d'actions, 77 jeux contre 54, plus de yards à la passe, un peu moins au sol, mais en total yards 405 pour nous, 407 pour le Galaxy, 11 pénalités pour nous, 10 pour eux. Enfin, on a le temps de possession aussi. Le temps de possession, on est à 32, ils sont à 27. Donc, on fait un gros carton offensivement. C'est pas mal. Justement, c'est ça qu'il va falloir répliquer sur les prochains matchs. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ça contre le Rainfire qu'on a eu du mal en week-end? Là, justement, il y a les déclics t'as tes connexions un peu, t'as la ressource de Mango, tu vas avoir justement la O-line qui sera meilleure peut-être qu'en week-end. On espère que contre le Rainfire, ce qu'on a fait contre le quatrième carton va marcher. Mais il va falloir le faire, quoi. Justement, Wake, tu as une phrase très intéressante, comme d'habitude, mais celle-là encore plus que les autres. Tu as dit, on a vu le vrai niveau de notre équipe et la différence qu'il y avait avec les Galaxies. Est-ce que le vrai niveau, donc le niveau des mousquetaires, pour toi, c'est ce qu'on a vu sur le quatrième carton? C'est le niveau qu'il peut atteindre, oui. Oui, clairement. Ouais. Le vrai niveau, que ce soit en attaque ou en défense, parce qu'on n'a même pas parlé de on a parlé de l'attaque qui a fait un très bon quatrième carton, mais la défense, il y a le pick et le fumble. Donc on sait que c'était une défense qui avait forcé aucun turnover aucun turnover. Ils avaient eu des stops sur quatrième down, mais aucun fumble, aucune interception. Et bien là, ils ont fait les deux en un match, et même pas en un match, en un carton. Alors, il y a Nico qui nous demande si on avait gagné, vous auriez vraiment analysé ça sous l'angle hold-up. Alors, clairement, je vais te dire, je vais pas te le cacher. Quand on passe à 27-26 et que je suis en train de préparer le résumé, j'ai 2 résumés qui sont prêts. Et celui de la victoire de Paris s'appelait hold-up à la parisienne. Donc, c'est clairement... victoire inquiétante, mais bon, parce que... Si, c'est un hold-up. C'est un braquage si tu gagnes. C'est le braquage du siècle.
Tu dois jamais gagner. Tu as 23 points de retard dans le dernier quart-temps. Tu dois jamais gagner. Et t'es bouffé comme jamais dans tous les domaines du jeu pendant 3 quarts-temps. Ça ressemble à rien pendant 2 quarts-temps et demi. Non, c'est un braquage du siècle si tu gagnes. Braquage du siècle. La défaite en soi est logique, tu vois, sur le principe. Elle est rageante parce qu'on revient, mais elle est logique. Elle est logique. Bon. Mais comme dit Bijak, c'est intéressant ce qu'il dit concernant Cadel King. Cadel King. Mais c'est pas le seul, on pourra aussi parler du Tiden. Ouais, c'est vrai que Cadel King, j'avais trouvé un peu intéressant sur le match contre le Surge, mais là, au final, on se demande s'il faudrait pas justement commencer à voir les premières transactions pour échanger des imports, quoi. Il n'y a pas que lui, quoi. Ah, tu veux déjà le virer, Julien? Oui, le Cadel King, voilà, il est viré. Mais le Tiden aussi, on était sympa, c'était sympa de te voir. Mais non, mais il avait fait des trucs bien contre le Surge. C'est peut-être pareil, juste un match off, parce qu'au final, il sera peut-être en mettant en main sur le projet. Pourquoi ça ressemble à rien? Vas-y. Ouais, non, mais après le Tiden qu'ils ont recruté, je sais pas si c'est un anglais ou un polonais, je sais pas, c'est un anglais, je crois. Mais je crois que c'est un anglais. Mais de toute façon, on savait très bien dans notre hiérarchie que les deux Tiden titulaires, c'était Kevin et Florian. Donc voilà, le Tiden, bon voilà, il est là. Mais c'est vrai que Cadel King, j'ai pas, tu vois, Big Jack, pourtant j'ai commenté le cas, mais j'avais pas fait gaffe qu'il avait été benché pour le coup, parce que je me suis pas rematé le match. Quoique j'ai regardé les highlights dernièrement encore là, pas ce matin encore, mais j'avais pas remarqué qu'il était faire du mal. Hein. On l'a regardé 3 fois ce match. Alors que non, j'avais pas remarqué. Donc tu fais bien de nous le dire. On va suivre cette situation, voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il a vraiment été juste mauvais? Je sais pas pour le coup. Mais oui, comme l'a dit Julien, les 2 premiers matchs, il avait été intéressant comme toute la défense. Et puis là, Alors, il y a Grislam qui nous dit, mais pourquoi ça ressemble à rien? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est le débat que j'ai eu avec lui déjà. Oui. Mais c'est insupportable des Bills. Ils sont habitués à perdre, mais ils ont du mal à l'accepter. Mon cher Wake, avec tout le respect que j'ai pour le Discord de fans des Mousquetaires qui a été créé par Kevin, tu sais que tous les gens qui nous écoutent ne sont pas sur ce Discord, donc on peut avoir ce débat-là. C'est possible de l'avoir. Parce que j'allais précisément en arriver à ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, en sorte de top et flop de cette partie. Qu'est-ce qui est pour vous le sujet le plus inquiétant dans ce match pour les Mousquetaires? C'est l'attaque qui n'a pas marché pendant 40 minutes, c'est la défense un peu moins bonne. Si toi tu dois être inquiet par un aspect, bon oui, c'est quoi? Je sais pas, moi je suis pas. En vrai, je suis pas. Le running game, dit Bijak. Ouais, oui et non. Ouais, le running game ne m'inquiète pas plus que ça. En vrai de vrai, il m'inquiète pas plus que ça, puisque quand tu regardes encore les stats des running backs, c'est pas si dégueulasse que ça. Donc non, je suis pas plus inquiet que ça. Après, c'est vrai que Chris, il est un petit peu diminué, on a l'impression. Et le running game, il a été plus intéressant. À partir de la moitié du 3e quart-temps encore. Donc moi, tout ce qui s'est... En fait, l'analyse de la première mi-temps, pour moi, il n'y a rien à en tirer. Je vais être honnête avec vous, il y a... C'est qu'on a été nuls. Ouais, voilà, mais il n'y a rien à en tirer, on n'était pas là. On est nul pourquoi? Mais nul pourquoi? Parce que tu n'es pas entré dans ton match. Parce que tu vois que c'est une anomalie, on a été excellent contre le Surge, on a été excellent contre le Rheinfire. Donc tu vois que c'est, en tout cas défensivement, donc tu vois que c'est une anomalie. Pour moi, il n'était juste pas là. Ça peut arriver, des fois, tu as des jours sans. C'était même arrivé l'année dernière, c'est quoi, sur le premier match contre l'Enfant, le deuxième, où il y a un carton et demi, ou pareil. On dit non, mais c'est contre Berlin. C'est contre Berlin. On fait la première mi-temps du siècle. Berlin, je crois qu'il y a ça, ouais. Et on se fait remonter, tu vois. Oui, il y avait ça aussi contre Berlin. Mais c'est vrai que le tout début de match l'an dernier à Jean-Bouin contre Francfort, il y avait eu aussi le tout premier carton avait été pas très bon, si je me souviens. Pour rebondir sur ce que j'ai dit, ouais, non, c'est tu cours sur 2e et 10, tu passes sur 3e et 1, des trucs justement, tu as des très bons running backs qui peuvent aller chercher ça. Il y a les courses de tes running backs qui pourraient débloquer plein de situations. Là, le play call sur 3 matchs, il n'y a pas grand chose de foufou. Justement, il faudrait plus bombarder des deep passes. Tout ce qui est short, on le file au running back. Des trucs un peu simples pour sortir. Encore une fois, il y a 2-3 drives en mi-temps. Là, en première mi-temps, on a du mal un peu à passer les 50. C'est bien de drive sur un match où tu fais une remontada, mais là, et tu te dis, est-ce qu'on peut drive la semaine prochaine contre le Rheinfire chez eux à Duisbourg? Il y aura 15 000. Rheinfire battu.
Renfire battu, ouais, mais donc Renfire blessé. Et Renfire qui avait pas de kicker, pareil. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais là, non, il va falloir vraiment que la semaine prochaine le running game soit en forme, parce que c'est un truc qui est censé marcher justement, où tu laissais peut-être les 3 premiers matchs à ton quarterback rookie, qui il y a des attentes, mais il faut quand même lui laisser ses 3 premiers matchs pour clic. Là, faut que ça clique sur le prochain match. Après, c'est trop tard. C'est vrai que le calendrier est pas facile sur les 5 premières rencontres. Au final, tu n'auras joué que des bonnes équipes sur ce début de saison. On verra ce que ça donne. Le problème, et on va encore en reparler un petit peu après, mais le problème, c'est qu'en plus, on va prendre les Mercenaries au moment où eux, ils vont commencer à être rodés. Parce que moi, je reste persuadé que le 0-3 des Mercenaries, on l'a vu contre Madrid là, ils vont en prendre des matchs, hein, les Mercenaries. C'est à peu près certain. Hein. Quand Isaiah Weed, il aura réglé la connexion avec Spiller, avec Cole, avec tout ça. Ça va en prendre. Hein, donc c'est leur défense qui a surtout beaucoup de boulot, les Mercenaries. Hein. Ils arrivent pas du tout à arrêter le run game. Hein. Ah oui, non, oui, il y a un vrai problème de. Et Madrid laisse passer des points en fin de match. Ils ont remis des points à Madrid, mais il y a beaucoup de points. Et c'est Madrid qui, justement, pour le coup, se repose. Qu'est-ce que j'avais vu dans le chat il y a Chuck qui demandait si c'était la fatigue du déplacement. Alors j'ai une autre théorie, mais je vais la garder pour moi parce que je n'ai pas de preuve de ce que je vais avancer. Donc, vous saviez ce qu'il y avait la veille de ce match-là ailleurs en Allemagne. Ailleurs en Allemagne. Voilà, on ne dira pas plus. Mais moi, encore une fois, moi je veux bien, tu vois, tout ça, mais non, les passeports Mitchell, c'est pas dingue. Ouais, non mais. Et on n'a pas une off-season NFL, on n'a pas 8 mois pour se préparer pour une saison, tu vois. Les mecs, ils sont là depuis un mois. Il y a des critiques sur Luc Del Rio, d'ailleurs, comme coordinateur. Ouais, non, mais... Ah oui, non, mais pour moi, c'est un point chaud, déjà, le OC. N'importe quoi. Mais tu vois, enfin, les mecs qui sont arrivés il y a un mois, nouveau système, nouveau QB, nouveau playbook, faut tout apprendre. Forcément, les jeux qui sont lancés pour l'instant sont des jeux très simples parce que les autres jeux ne sont pas encore prêts peut-être. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers, mais je préfère bien imaginer que, encore une fois, Luc Del Rio, il a jamais été aussi OK. Il a déjà été dans un coaching staff NFL, il sait à quoi ressemble une offense, que ce soit NFL ou collège. Vous imaginez bien dans vos esprits bien connectés qu'il a des jeux, le mec. Il sait à quoi est censé ressembler une attaque. Donc, si l'attaque n'est pas encore et que les jeux appelés ne sont pas encore les plus sexy du monde, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être qu'il faut encore les maîtriser. Après, est-ce que c'est à lui d'adapter ses exigences par rapport à ce qu'il y a en Europe plutôt que comparé à ce qu'on peut trouver aux États-Unis? Sûrement. Mais de là à dire, ouais, il faut déjà changer de aussi, il faut se poser la question. Ah, les gars, mollo, le mec, il est là depuis un mois, quoi. Ça veut dire. Voilà, Wake s'est énervé, bravo. Non, mais franchement, moi, c'est tout. Mais en fait, on est dans la culture du on veut tout de suite maintenant, il faut que ça soit beau. Tu as des nouveaux jouets, il faut qu'ils fonctionnent tout de suite. Non. À Noël, ça fonctionne, hein, les nouveaux jouets. Mais non, en fait, les gars, c'est. Je vais faire une petite analogie avec la D1, si je peux me permettre, même si je ne suis pas dans le podcast D1, même si j'y serai demain, mais en tout cas, ça me débat pour un autre jour. Enfin, parce que maintenant, Wake est dans tous les podcasts, et même pour le podcast, il nous pique la chaîne YouTube, la chaîne Twitch le dimanche, tu vois. Non, mais... Il est là tout le temps. Regardez, pour ceux qui suivent la D1, regardez les Black Panthers face au Flash, première journée. Ça ne ressemble à rien. Mais je vous le dis, hein, clairement. J'y étais. Attends, je salue juste Stéphane qui nous quitte dans le chat. Salut Stéphane. Merci d'être venu de l'Afterfoot US, on rappelle, et on salue toute l'équipe de l'Afterfoot, Matt, Vincent, tout le monde. Stéphane, on va avoir le débat dans la fin d'émission sur le nombre de victoires qu'il faut pour les playoffs, donc écoute l'émission en replay, n'hésite pas. Vas-y, ouais. Donc, j'ai regardé les BP donc Black Panthers face au Flash, première journée de D1, ça ne ressemblait à rien du tout. Oui. Attaque moche. Deuxième match face au DR, moche. Ils ont marqué 14 points en 2 matchs. Et puis depuis,
D'ailleurs, ça me permet de dire que les Black Panthers sont en finale CEFL. Donc la finale, ce sera le 21 juin, si je dis pas de bêtises, contre les Calanda Broncos, nos amis suisses. Donc voilà, la finale de la Coupe d'Europe pour les Black Panthers que l'on salue. Voilà, c'est moi. Donc tout ça pour vous dire que je sais que ce que je vais dire, enfin pas vous plaire, mais soyez patient. Ouais, mais on n'est pas patient, ils vont gagner. Bah, c'est comme ça. Non, on va te dire que la saison va vite, parce qu'on est déjà bientôt à un tiers de la saison. C'est comme ça. Moi, que les gens ne soient pas d'accord avec le fait que ce soit compliqué de mettre une attaque en place, c'est pas mon problème. Je vous le dis, c'est un fait. Après, vous n'êtes pas d'accord, allez taper dans des pierres si vous voulez. Mais concrètement, c'est comme ça. Voilà. Ça va mettre du temps. Moi, comme le dit Edo 3000, encore on se demande qui c'est, Edo 3000. Il a peut-être débloqué quelque chose dans le dernier carton, ça on le verra le prochain match. Mais en tout cas, tu l'as vu, tu peux pas, un être humain avec des yeux qui sont, un voyant, un voyant, quelqu'un qui n'est pas aveugle, a pu constater les capacités de Jalen Anderson dans le dernier carton. Si vous me dites le contraire, ben voilà, mais on peut plus parler avec vous. Mais concrètement, on sait à quoi peut ressembler cette attaque avec le Alors, justement, donc, est-ce que il va s'en servir pour le prochain match? Voilà, justement, Edo dit, ça l'a peut-être débloqué, ça a peut-être débloqué un truc, ce dernier carton. De toute façon, on aura la réponse assez vite la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on rappelle que c'est le Renfire qui se présente devant les Parisiens. Le Renfire battu par les Vikings, j'allais dire du Minnesota, non, par les Vienna Vikings. Justin Jefferson a marqué. C'est ça de faire 3 podcasts. Dans un match extrêmement défensif, une victoire 12-7 des Vikings à Duisbourg. On risque d'avoir un Renfire un petit peu remonté après une défaite contre Vienne. Mais est-ce que quelque part, on n'a pas aussi un Renfire qui, offensivement parlant, n'est pas aussi fringant que l'an dernier? Je me demande. Il y a quelqu'un qui l'avait dit ici. On a quand même un Fire qui a marqué 17 points sur le premier match, 7 points sur le deuxième. On en est à 24 points marqués en 2 matchs. Ça veut, je suis fort en maths, je suis meilleur que Vince. Ça fait quand même, ça fait 12 points par match. Décidément, je n'arrête plus les matchs. Ils ont joué de bonnes défenses. Ah, ils ont joué de très bonnes défenses, mais ils vont retrouver une très bonne défense. Nouvelle équipe, nouveau système. Le head coach est toujours pas là, c'est toujours le DC qui gère. Ça, c'est un vrai débat. Tom Soula est toujours pas là. Alors, apparemment, il gère beaucoup de choses à distance. Il est quand même vachement impliqué à distance, mais il est toujours au des zooms, comme à la belle époque du Covid. Non, comme le dit Big Jack, hein, le Fire, c'est... Big Jack, tu vois que Big Jack, c'est quelqu'un qui est intelligent. Parce qu'il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi. Moi, je vous l'avais dit en début de saison, on m'a dit, le Fire, ils sont toujours bons parce que c'est le Fire. En fait, tu as un nom, tu es forcément bon. Non, le Fire a perdu. L'incendie du Rhin. C'est comme ça. Alors, quand tu traduis la page, alors je vous raconte une anecdote. Wake a demandé, enfin, The Playoff a demandé pour Wake, plus exactement, une accréditation pour aller au match du Renfire la semaine prochaine contre Paris. Et donc, comme mon allemand me fait défaut, j'ai décidé de traduire la page en français. Et donc, quand tu traduis la page en français, ça te met incendie du Rhin partout. Tu vois, incendie du Rhin. Incroyable. Incroyable. Non, mais le Renfire a perdu les 2 derniers MVP de la Ligue. T'as un head coach qui n'est pas là. T'as le coordinateur offensif des dernières années qui est devenu head coach à Madrid. Head coach ou aussi à Madrid, un des deux. Donc, du coup, ça en fait beaucoup pour l'attaque. Donc, nouveau système, nouveau QB. Hein. Okay. Tu perds ton running back numéro 1. Tu perds ton running back numéro 1 et tu le remplaces pas vraiment. Même si tu fais venir un Sud-Américain, là, mais je suis pas impressionné. Et tu n'étais pas impressionné par Platzgummer non plus, non? Non, mais lui, non, alors lui et Platzgummer, ils font pas le même sport, hein, je te le dis. Moi. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Et en plus, donc, quand tu passes de Jalen Clark à Chad Jeffries, il y a une vraie différence de niveau. Je te le dis. Une vraie différence de niveau. Quand tu passes de Sergei Kendus à Glenn Tunga, je suis désolé, mais il y a une vraie différence de niveau. Il y a un drop, ouais. Tu vois, donc, oui, mais le Renfire, offensivement, c'est mauvais, pour l'instant. C'est mauvais. Après, défensivement, ils sont toujours bons, parce que maintenir les Vikings à 12 points, il faut le faire. Donc, ouais, ils sont... En fait, le Renfire ressemble vachement à une équipe qu'on connaît très bien. Oui.
Effectivement. C'est prenable, du coup, la semaine prochaine? Ouais. Très bien. Comme sur le premier match, mais... Vous êtes tranquille que l'Équatorien ou je sais pas quoi, là, le Sud-Américain préféré de Wai, qui nous sort 150 yards la semaine prochaine, tu vois. C'est juste parce que les gens écoutent le podcast et tu les vexes à chaque fois. Non, mais comme il faut, par contre, on va pas... faut être honnête, par contre, on va pas jouer un carton face au Fire et espérer gagner le match. Ah non, ça. Non, voilà, il va falloir être... Il y a Rory Starkey, il a fait un match, 12 réceptions, 152 yards, un touchdown. Ouais. Il y a déjà 68 yards sur un seul. Oui, il a la vitesse, il est incroyable. En fait, c'est pas un receveur qui est impressionnant par sa façon dont il court les tracés et tout. Franchement, en vrai, c'est pas. Mais il est explosif et il est dur à plaquer. Les yards after catch, il est vraiment très très dur à plaquer. Donc il va falloir mais on l'a été un premier match. Je vois pas pourquoi on l'éteignerait pas deuxième match. Pour moi, si tu veux, Kevin Kaya, c'est meilleur. Il y a Bijak qui dit, en fait, c'est le match parfait. Les gars, vous êtes d'accord avec Bijak? Le Rainfire, à ce moment-là de la saison, c'est le match parfait? Faut faire un match référence, à ce moment-là, peut-être. Pour lancer vraiment la saison. Encore des grosses rencontres à venir. Le problème, c'est que derrière, t'as la bye week juste derrière. Donc, ça peut justement, mais c'est maintenant qu'il faut gagner, quoi. Maintenant qu'il faut gagner, et t'as largement les capacités pour le faire, en vrai. Nous en arrivons au fait que nous sommes à une victoire et 2 défaites. Il y a un monde, il y a un monde où on sera à une victoire et 3 défaites la semaine prochaine, mais non, on peut être à 2-2 aussi. C'est tout à fait possible aussi. On espère. En tout cas, la question qui se pose, parce que ça a été aussi quelque chose qu'on a vu fleurir autour des mousquetaires, c'est est-ce que cette défaite contre Francfort condamne presque déjà les Parisiens, alors peut-être pas à la course au play-off, mais à des exploits pour qu'ils puissent être en play-off. En résumé, jusqu'à combien de défaites on peut aller pour espérer les playoffs? Est-ce qu'à 8-4, pour toi, Wai, c'est jouable? 8 victoires, 4 défaites, est-ce que ça peut jouer? Ouais, je sais pas. Il y a quand même un monde où le Rainfire perd ses 2 matchs contre Vienne et ses 2 matchs contre le Storm. Mais alors, clairement, oui, ce monde-là existe. Il y a un monde aussi où Stuttgart lâche un match contre Munich. T'as un monde où alors Vienne, non, ils n'auront pas de match, mais ou peut-être contre nous. Vienne, ils gagneront leur division. Tu vois, donc eux, voilà. À la rigueur, il faut compter sur les deuxièmes, tu parles. Voilà, si on est à 8-4, il faut regarder quelles équipes deuxièmes peuvent être au-delà de 8-4. Tu vois, c'est surtout ça qui est intéressant. Et on se disait tout de suite en voyant la composition des divisions, celui qui sera pas champion entre le Nordic Storm et le Rainfire devrait prendre une place de second, de meilleur deuxième. Mais si jamais le Rainfire perd 2 fois contre les Vikings et 2 fois contre le Storm, il se retrouve à 8-4 au maximum. Et dans ce cas-là, ça t'ouvre une petite porte, tu vois, ça peut t'ouvrir une en chatière. Fait, tu vois que une chatière, oui. Mais c'est là que tu vois que le match de dimanche, j'espère que j'aurai mon accréditation d'ailleurs. Je l'ai fait la demande. Après, c'est dans les mains du Fire. Hein. Moi, mais j'ai des contacts au Fire Flair. On va demander à notre poteau au Fire là, de nous mettre. L'incendie du Rhin, je ne les contrôle pas, moi. Julien, on va lui demander à notre poteau de nous mettre bien. Voilà. Mais le match, il est primordial pour le Fire et pour nous en fait. Donc eux, ils sont dans la même situation. Ils ont absolument besoin de gagner ce match. Oui, parce que s'ils tournent à 1-2, c'est pas terrible pour eux non plus. Hein. Parce que leur calendrier est pas simple aussi. Hein. Bah non, justement, ils ont le Storm, ils ont le Vienne, ils ont Paris. Moi, j'en suis même pas là, tu vois. Je suis revenu justement à un état d'esprit un peu comme Del Rio il disait dans à la conférence de presse. Au final, c'est une équipe où on l'attendait à dire cette saison, c'est finale et rien d'autre. Au final, on a vite compris que non, c'est un match après l'autre et là, plus que jamais. Là, c'est un match après l'autre, c'est taper les matchs que tu dois prendre, et puis c'est surtout contre les contenders playoffs comme Rainfire, Vikings, gagner ces matchs-là pour montrer que tu es au niveau des playoffs tôt. Et là, on n'y est pas. Il y a Kevin qui dit dans le chat, encore faut-il être deuxième. Honnêtement, je vois pas les mousquetaires au-delà des 2 premières places de la division. Francfort, je suis désolé, hein, mais... Je vais pas refaire 2 fois le même match contre Francfort. Hein. Je pense qu'à la maison... le déficit de 2 points va être gommé. Hein. Ça va être fait. Le seul match dangereux, on va pas manquer de respect à nos adversaires, mais c'est contre le Serge Stuttgart. Les Centurions,
ils en ont pris 68 contre un receveur qui jouait QB. Bon. Oui, non, mais les Centurions, il n'y a même pas à évoquer ça comme une menace dans la division, quoi. Enfin, là, justement, même c'est bien, il y a un peu de compétition dans la division entre les 3 autres équipes, donc il faut espérer qu'il y ait des l'autre division qui est sympa, c'est la division sud, mais là, en plus, maintenant, la West, il y a de la compète, quoi. Tu vois, la division où t'as les Ravens, où t'as les Raiders, où t'as les Bravos et tout, ils vont se manger ils vont se manger en la division sud, c'est vraiment celle où ils vont se bouffer, ouais. Et du coup, tu peux avoir une équipe qui a 3 ou 4 défaites aussi. Si le Rainfire est à 3 ou 4 défaites aussi, ça laisse une porte à Paris à 3 ou 4 défaites pour pouvoir potentiellement jouer les playoffs. Après, c'est sûr qu'il te reste à jouer 2 fois Vienne, une fois le Fire, une fois le Surge. Ce sont 4 matchs très dangereux, on a déjà 2 défaites. Vienne, possiblement, vu que tu les rejoues une dernière fois en fin de saison, eux, à ce moment-là, ils sont déjà en train de reposer les mecs pour double bye week et pour les starters, quoi. Donc, le premier match à domicile, le 13 juillet, oui, important. Il y a Edo 3000 qui nous dit, et nous ne savons toujours pas qui est cette personne, sûrement une personne qui ne répond pas à mes mails. Alors, il nous manquait de débloquer l'attaque. Je répète, ce dernier QT carton nous a prouvé, fan, coach, joueur, qu'on a le bon personnel. Mais ça, je suis d'accord, ouais, il fallait un carton, justement, où ton attaque, elle déroule et t'as autant de bons jeux au sol qu'à la passe. Tu t'adaptes, tu passes des trucs en 4e tentative même. C'est vraiment un modèle et ça va être bien étudié, je pense. C'est le reproduire contre les autres équipes, quoi, après. Parce que là, c'est quand même, justement, un match où, on sait quand même que c'était prenable, ça aurait été bien de la prendre, cette victoire. Ça reste encore jouable, c'est pour ça que je suis pas encore trop paniqué par les bilans playoffs et tout. Il y a largement le temps de s'ajuster et de faire, au final, plusieurs cartons en offense propre, et ce qu'on a vu là, c'était bien. Là, il y a la séquence vraiment qui est terrible, hein, de tout ce qui se passe en fin de 4e quart-temps, et normalement tu vas pas avoir trop ça à t'inquiéter sur tous les matchs, quoi. Donc, non, mais en fait, t'écoutes tous les fans des Mousquetaires, en fait, c'est déjà fini. En fait, non, mais moi, je te raconte, pour les fans des Mousquetaires, c'est déjà fini. On joue le reste de la saison, on est déjà éliminé parce qu'on a perdu en 3e semaine de la saison. Mais encore plus, justement, ton prochain match, c'est un adversaire que tu n'as jamais battu, c'est tout le temps une épreuve mentale d'aller les jouer. Aller dans ton sens, Waik. Là, seulement on dit que c'est fini, mais alors si on est à 1-3 la semaine prochaine, on dira encore plus que c'est fini. Et je vais faire un malin plaisir dans ce podcast de mettre un sujet sur est-ce que c'est fini à 1-3 si on est à 1-3. Et je crois, dur comme fer, et tu peux déjà le noter, que même à 1-3 la semaine prochaine, les Mousquetaires sont toujours dans la course pour les playoffs. On pourra me traiter de fou si on veut. Je suis persuadé qu'on est capable d'aller battre Stuttgart à Stuttgart, qu'on est capable d'en prendre un contre Vienne, et qu'à 8-4, ça peut suffire pour faire les playoffs. Ouais, mais tu écoutes les autres, on est déjà, on est mauvais, donc on va aller nulle part. La saison est finie, on a perdu 2 matchs dans les 3 premières semaines, on ira nulle part. Voilà, comme le PSG en Ligue des Champions. Avec le rework des divisions et des seeds et le fait que tu as 8-9 contenders et tout, la compète va être longue. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est moi, toi, moi le premier, c'est j'ai vraiment moi, je suis dans le camp un peu c'est inquiétant côté OC. Je lui laisse encore un match ou 2, on va voir si ça donne. Ah si, il y a quand même un truc là où je sors un match ou 2 si ça a rien qui débloque que ça. Mais mais moi, l'attaque dans le 4e quart-temps, et sur les 2 prochains matchs, tu as intérêt à ce que ton attaque, tu retrouves ça dans les 8 prochains quart-temps. Tu vois. Alors Julien, c'est bien beau. Tu penses vraiment? Tu vas m'énerver. Après, je vais faire un podcast sur les Patriots, il va s'énerver. Non, mais après, il va me mettre dans un poster avec des fans des Giants pour m'énerver. Non. Luc, c'est le fils de Jacques. Oui. Il va aller nulle part. Non, mais ça, c'est clair. Hein. La question est vite répondue. Hein. Voilà, il n'ira nulle part. Et moi, je suis persuadé que Luc, c'est exactement ce qu'il fait en termes de jeu, etc. Il a les capacités à nous proposer meilleur que ce qu'on a pour l'instant. Après, il faut encore donner du temps. Je pense que justement, ce qui marche dans le 4e quart-temps, c'est peut-être que justement, ils se comprennent un peu sur les jeux avec Anderson. Il y a cette relation CQB qui est importante. Et Anderson, il va faire ce pourquoi on l'attend, d'être clutch et tout, fin de match et tout. Enfin, t'as envie d'avoir un QB qui te mène des 4e quart-temps comme ça. Mais là, la semaine prochaine, tu sors d'une défaite, tu joues un adversaire que tu n'as jamais battu chez eux, c'est une rivalité et tout. Non, mais ça, il faut mettre ça de côté, l'histoire dont on n'a jamais battu.
Enfin, mais c'est pas important là, à ce niveau-là maintenant tout de suite. Si tu veux. Là, mais là, il faut les battre, parce que ça envoie un message. Non, mais c'est pas ça. Moi, si on les bat pas là, je trouve ça inquiétant de combat le Gunfire. Je suis Archie Money. Il y a un moment, il faut les battre le Gunfire, quoi. Sinon. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le principe. Si tu veux. Les gars, ils sont pas là. Ah, on les a jamais battus. Oh, c'est le Fire, on a peur. Non, ils s'en fichent de tout ça en fait. Là, ils veulent juste écraser. Là, clairement, moi, je vais te dire l'état d'esprit des mecs. Là, ils veulent juste aller dimanche prochain. Parce que là, ils sont ultra frustrés de ce qui s'est passé hier. Ils veulent juste être à dimanche prochain pour marcher sur l'être humain qui se met devant eux. C'est tout ce qu'ils ont envie de faire là pour l'instant, tu vois. Donc, l'histoire de Fire, ils n'ont jamais gagné, machin, nani, nana. Voilà. C'est pour ça qu'on envoie Wake se mettre devant eux pour voir s'ils marchent dessus ou pas. Non, par contre, je serai derrière. S'ils sont déjà écrasés, je viendrai après. Tu vois. Je courrai sur la carcasse. Non, mais comme dit Nico, c'est pas humiliant. Il n'y a pas de résultat plus humiliant que ça. C'est justement, il y a largement de quoi. En fait, la saison n'est pas finie, c'est que le début. Tu vas avoir ta première bye week. Il y a tout pour te remettre dans le droit chemin rapidement. Hein. Alors, après, s'il n'y a pas une nette évolution de résultats offensifs sur les 2 prochains matchs, là, on pourra rediscuter bien play-off dans 2 matchs, tu vois, après la bye week et tout. Oui, mais après, pour répondre à Sano, ils vont jamais. Justement, j'allais venir la question. Est-ce que le père va mettre son fils de côté ? La réponse est ça. Non, c'est simple, c'est non. Non, mais encore une fois, croyez pas que. De côté, toi ? Non. Bon, oui. Voilà. Oui, moi je le fais très bien quand même. Moi, j'en ai pas, donc. Non, mais concrètement, faut y aller mollo. Le mec, encore une fois, il sait ce qu'il fait. J'en suis persuadé. On a vu qu'il a ouvert un peu plus le cahier de jeu dans le 4e quart-temps. Ça va se faire. C'était peut-être ça le problème. Il n'avait peut-être jamais ouvert le cahier de jeu. Il était les trucs, il avait les poils d'araignée. Il visait que la couverture depuis le début du match. Mais non, concrètement, il faut. Encore une fois, le cahier de jeu, c'est pas le cahier de jeu de l'an dernier. Il est beaucoup plus complexe. Et donc, ce qui fait que il y a pas mal de choses à apprendre et que c'est pas forcément facile. Là, encore une fois, ils sont ensemble depuis mi-avril. Tu as des joueurs qui sont arrivés ultra tard. Rome, c'est pas fait en un jour. Je demande d'être patient. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu vois, le problème, c'est les supporters comme Chris Lam. Ils n'ont pas de nuance. Voilà, je vais le mettre sur le feu du projecteur. On n'a pas de nuance. Quand je dis d'être patient, il me dit ouais, patient jusqu'à 8-10. Non, évidemment que non. Mais être patient, les gars. Quoique, je te dirais, attends, tu me dis non, Wake. Moi, je te dis pas non. Parce qu'en fait, si tu regardes le contrat de Jack Del Rio, c'est 2 ans. Tu vois, le process global, il est sur 2 saisons. Il n'est pas sur une seule. Donc, encore qu'on pourrait être patient jusqu'en week 6 ou 7 en disant, ça amène quelque chose. Enfin, c'est tout simple. Tu regardes la première saison des Mousquetaires et la deuxième. Tu vois qu'en première, il y avait des choses qui allaient pas. Là, on a tout remis, on a mis beaucoup de choses à plat. Il y a peut-être des choses qui vont pas aller dans cette saison-là, qui seront améliorées la saison prochaine, parce que il y aura des gars qui joueront ensemble et tout. Donc voilà, c'est possible. Voilà, comme ça, on va l'énerver bien, Grislam, ça va être bien aussi. Tu vas être d'accord avec Jack, non, avec Edo, qui dit Luc Del Rio, il a un coaching qui fait qu'on sera meilleur à chaque match. Voilà, tu vois. Ouais, je pense. Après, moi, je suis pas, mais je suppose que oui. Et puis, c'est vrai que Grislam, après, je suis désolé pour toi, parce que faut rappeler qu'il est fan des Bills, donc c'est pas facile tous les jours. Il a besoin de voir. Il n'est pas habitué à supporter une équipe qui gagne. Donc, c'est pas trop ce que c'est. Donc, je comprends qu'il soit impatient de voir les Mousquetaires gagner, parce qu'en fait, avec les Bills, ils ne gagnent pas. Je comprends. Aussi, il faut aussi se mettre à sa place. C'est pas facile tous les jours. Il y a Chuck qui dit le Jack Del Rio et Luis Enrique, même combat. Mais oui, mais en fait, les Mousquetaires, c'est le PSG Ligue des Champions, vous voyez. Jusqu'au 3e, 4e match, ça marchait pas. Et puis après, ils ont roulé sur tout le monde. Et voilà, on va faire pareil. Les Mousquetaires. Ils sont inspirés du PSG, c'est ni plus ni moins. C'est la meilleure équipe d'Europe. Il y a Julien qui nous dit merci à vous. Je suis un grand fan de NFL et grâce à vous, j'apprécie de plus en plus le LF. Et on en est ravis. Si on a il y a des gens qui commencent à suivre le LF et allez à Robert Bobin pour. Alors n'y allez pas ce week-end parce que. J'imagine les mecs. Il y a personne aujourd'hui là. On m'avait dit qu'il y avait vraiment pas grand monde à Bobin, mais là, je m'entendais quand même pas être tout seul. Il y a même pas de joueurs. Non, mais allez
aller au stade Robert Bobin. Le prochain match, c'est le 22 juin contre Francfort, justement. Contre Francfort, il n'y aura pas Waik, mais il y aura moi. Et il y aura même Charles, notre big boss de TPO qui sera là. Et oui, je l'ai dit. Non, mais Grislab, je te taquine. Mais oui, on se taquine. Entre fans, en plus, les fans débiles, c'est pas les pires, hein, encore une fois. Non, on les aime bien. Il y a les fans des Chiefs. Ben voilà, Nico, au plaisir de se croiser devant Melt pour voilà. Enfin, bon, il y aura du monde devant Melt, mais ça c'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait mon cher Waik. On a fait le tour de cette troisième semaine, tour très complet de cette troisième semaine de compétition. Donc on le rappelle, la défaite des Mousquetaires qui vont se retrouver dimanche prochain, c'est à 13h encore une fois, je crois, sur le terrain de Duisbourg face au Renfire. J'allais dire Waik que tu refais un live la semaine prochaine, mais en fait, suis-je bête puisque tu dois être à Duisbourg. Donc, et très honnêtement, la semaine pro, je pourrais pas faire de live la semaine prochaine parce que normalement, j'espère pouvoir être à Duisbourg pourquoi pas la semaine d'après. Non, on sera en bye week, donc ça c'est marrant. On sera en bye week. Par contre, on essaiera de faire un live donc lundi prochain. Notez bien, c'est tous les lundis 21h30. On en fera un bien évidemment la semaine prochaine après le match contre le Renfire. On essaiera d'en faire une aussi, un peu bilan du début de saison après la bye week, donc le lundi qui suit la bye week, même s'il n'y a pas eu de match, on se retrouvera. On essaiera d'avoir un invité. Edo va nous trouver ça. Edo 3000 va nous trouver quelqu'un qui vient parler avec nous ça vaut le coup d'en faire à ce moment-là, parce que nous quand on est en bye, après on joue Francfort et Francfort, eux, ce week-end-là, jouent le Nordic Storm. Ouais. Alors le Nordic Storm d'ailleurs qui a fait une spéciale on fait marquer les anciens parisiens, vous avez vu? Il y a Genmark Is qui a marqué un touchdown et il y a Adrien Bottella qui a marqué aussi. Donc voilà, ils ont fait une spéciale, on fait marquer les anciens des Paris Mousquetaires. Voilà. Ouais, mais à mon avis, ça va très mal se passer pour Francfort. Très bien. Eh bien, ça, c'est ton pronostic. En attendant, on rappelle le Renfire la semaine prochaine, dimanche 13h, sur DAZN, comme toujours sur le LF League Pass, pour suivre les exploits des Mousquetaires. Et nous, on se retrouve lundi à 21h30 pour débriefer tout ça. Avant, il y aura évidemment un podcast de D1 et un podcast de NFL pour cette nouvelle semaine. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Waik, merci Julien. On se retrouve très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.